Banque mondiale, qui t'accepte, tu sois membre de la Banque mondiale, il faut d'abord être membre des FMI. Si tu n'es pas membre des FMI, tu peux être membre de la Banque mondiale. C'est une obligation de passer d'abord par les FMI pour être à la Banque mondiale. Une obligation. Parce que pour adhérer à ces systèmes-là, il faut accepter certaines choses. Il faut accepter certaines conditions. Je pourrais donner un exemple simple, Sépharien. Vous savez que la FMI et la Banque mondiale, ils sont en colère contre les banques chinoises. Pourquoi? Parce que les banques chinoises octroient des crédits dans des pays africains sans condition. Et ils ne sont pas contents de ça. Ils ne sont pas contents. Les aides que vous parliez là. Vous savez un peu la Banque mondiale, en 1980-86, donc 6 ans seulement, ils ont dans les 100 pays africains, de 100 pays africains africains et asiatiques, les intérêts payés sur un crédit de 430 milliards de dollars, 6 ans seulement, il y a eu 326 milliards d'intérêts payés. Tu te rends compte? Le plan de développement, il faut que ces institutions nous accompagnent et pas nous imposent notre modèle de travail. Il faut aussi aimer son pays. Parce qu'on peut amener tout ce qu'on peut, on peut nous dire tout ce qu'on peut nous dire, mais si on n'arrive pas à accepter que son argent reste au Congo, s'il y a toujours l'impunité dans ce pays-là, donc c'est-à-dire que les gens peuvent prendre tout ce qu'ils veulent, aujourd'hui, chez nous au Congo, c'est pour gagner de l'argent, il faut devenir politicien. Donc le petit peuple qui copie aujourd'hui demain, ils n'en gagnent pas. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans notre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique. Pour ce jour, nous allons parler des institutions financières internationales et de leur manière à pouvoir accompagner les États dans le monde. Comprendre le fonctionnement des institutions financières internationales permettra de lever le voile sur les paradoxes qui existent entre la manière de ces structures à accompagner surtout les États africains et ce grand besoin de développement économique pour les nations dans le monde. Sans plus tarder, nous allons vous présenter notre intervenant de ce jour depuis Paris, Aimé Lambala. Aimé Lambala, nous vous saluons. Oui, bonjour Sépharien, bonjour à tous les auditeurs ainsi que tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à travers le média. Donc, encore une fois, bonjour là où tu es. Aimé Lambala, nous sommes très ravis de vous retrouver en ce jour après votre activité et votre présence lors du sommet de visite du chef de l'État en France. Vous étiez parmi les membres du MEDEF. Aujourd'hui, nous revenons avec un autre sujet sur les institutions financières. In the same way, knowledge has to be catered for the country and its stage of development. We can bring that knowledge as a partner, not just our financing, not just our ability to advise governments on regulatory policy, but our ability to help even him understand the intersections between these different causes of healthcare problems in the intertwined challenges that we are going through. Aimé Lambala, quel est le rôle principal des institutions financières internationales dans les pays en développement, particulièrement l'Afrique? Donc, la première des choses, c'est aider ces pays-là à s'en sortir financièrement. Donc, en soutenant des structures internes du pays, pourquoi pas, donc, entre autres, les routes, tout ce qui est besoin, que les pays en développement ont besoin. Donc, moyennant des crédits, et ces crédits, il faut en payer des intérêts après, quoi. Donc, ce n'est pas gratuit. Donc, toutes ces institutions-là, ils viennent moyennant pour gagner quand même quelque chose. En contrepartie, il faut fournir aussi leur argent. Aimé Lambala, quels sont les principaux objectifs de la Banque mondiale et de l'FMI pour l'Afrique? Soutenir le développement, amener aussi une bonne structure financière, c'est-à-dire qui est soutenir tout ce qui est surveillance monétaire, des obligations, donc amener un peu de stabilité économique dans le pays d'Afrique, ainsi que le développement par rapport à soutenir les projets, cela c'est la Banque mondiale, et tout ce qui est structure financière, c'est la FMI. Moi, je crois qu'avec ça, s'il faut parler un peu de toutes ces structures-là financières, donc parlons plus sur ce Bretton Woods. Donc, je crois que je parlerai un peu de la FMI, ensuite la Banque mondiale, et en troisième lieu, la Banque de réglementation internationale qui se trouve en Suisse, à Bâle. Donc, l'idée était simple. Après la
Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a eu les banquiers, surtout les banquiers qui s'y sont rencontrés en disant ceci, pourquoi pas, aidant un peu les pays en difficulté, entre autres les pays d'Europe qui sortaient de la guerre aussi. Donc, il fallait amener deux structures en 1944, je crois, parce qu'il y a eu Bretton Woods. Donc, 1944, il fallait avoir, il y avait deux structures qui étaient mises en place, et la Banque mondiale, donc le FMI. Donc, moi, je crois qu'avec ça, le FMI, le rôle, c'était quoi? C'est-à-dire que le rôle du FMI, c'était plus en surveiller la politique nationale pour vérifier qu'elle ne dérape pas et intervenir en cas de besoin de liquidité, surtout, c'était pour le FMI. Le FMI avait l'obligation d'établir des programmes d'ajustement structurel quand ils vous donnaient leur argent. Donc, vous êtes obligé de suivre certaines indications qui vous donneraient pour s'en sortir. Au sein des FMI, il y a plusieurs fonctionnaires. Moi, je crois qu'il y a 4000 fonctionnaires FMI qui se sont répartis. Donc, et c'est toujours avec le Trésor américain. Donc, toutes ces choses-là se faisaient en connivence avec le Trésor américain. Il y a le FMI, il y a aussi la Banque mondiale, ainsi que la Banque de réglementation internationale. La Banque de réglementation internationale, c'est la banque centrale, c'est une banque des banques centrales, en disant. C'est-à-dire c'est une banque qui gère le compte de banque centrale seulement. Donc, c'est comme si, du point de vue FMI, il y a DTS aussi. Dans le FMI, il y a plusieurs critères. Quand on parle un peu, quand ils viennent nous aider en Afrique, moi, je ne crois pas. Un exemple simple, quand le Trésor américain, en 1960, ils ont créé les DTS. C'est-à-dire que DTS, il y avait quoi? Au marché, il y a plusieurs monnaies ensemble, entre autres le franc, l'euro, le dollar, livre sterling, on a le yen et le yuan. Donc, les 5 paniers de monnaie-là, c'est-à-dire que pour sortir un peu une monnaie commune à la fin. Mais les DTS, ils disent quoi? DTS égale à l'or. C'est-à-dire que DTS, on se réfère à l'or. C'est-à-dire sous-jacent l'or. Mais l'or, on ne peut pas le convertir en dollars. Tu te rends compte? C'est-à-dire que l'or n'a pas de valeur comme dollar. Mais la monnaie qu'ils ont créée, là, les 5 monnaies-là qu'ils ont mis ensemble en panier, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'or, mais l'or ne peut pas correspondre au dollar. Vous voyez un peu ce qui n'est pas juste. L'idée, c'était quoi? Moi, je vous dis clairement que l'idée, c'était quoi? L'idée, c'était, avec les DTS, c'est-à-dire couvrir un peu, c'est-à-dire l'inflation du point de vue financier américain. Donc, quand il y a les DTS, on parle de DTS, donc, du point de vue FMI, ils font quoi? Tous les crédits qui sont octroyés dans des pays en difficulté, c'est en dollars. Donc, et pourtant, il y a plusieurs monnaies qui sont dedans. Il y a l'euro, il y a le renminbi, il y a le yuan, le livre sterling. Pourquoi ils ne donnent pas les autres monnaies? Ils donnent qu'en dollars. Donc, c'est exprès que les trésors américains, ils ont monté ces DTS-là. Un exemple, avec les DTS, la part des Américains. Les Américains, ils ont presque la majorité. C'est-à-dire que 17% des parts, donc par rapport aux autres pays, la France a 6%, les pays de G5, G7, ils ont 42%, les autres pays. Donc l'Amérique qui gère tout ça, c'était pour un peu garder un peu c'est-à-dire que cacher un peu l'influence américaine avec le dollar qui est en expansion, c'est-à-dire que pour couvrir un peu l'inflation des dollars, passons par les DTS. Donc, il y a un point aussi qui est grave aussi, quand vous parlez aussi le FMI, tout ça, ils sont là pour aider les pays pauvres. Moi, je ne crois pas. Si vous dites pour bénéficier un peu, donc il y a un problème au sein du FMI, pour qu'on vous accepte dans l'FMI, donc la Banque mondiale, il y a deux structures là-dedans, la Banque mondiale et le FMI. La Banque mondiale qui t'accepte, qui soit membre de la Banque mondiale, il faut d'abord être membre des FMI. Si tu n'es pas un membre des FMI, tu peux être membre de la Banque mondiale. C'est une obligation de passer d'abord par les FMI pour être à la Banque mondiale. Une obligation. Tous ceux qui veulent bénéficier des aides de la FMI à la Banque mondiale, ils sont appelés à signer il y a 111 clauses de confidentialité qui sont en interne. Et si tu ne fais pas de ça, monsieur, c'est-à-dire que vous n'avez pas droit au crédit. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Aimé Lambala depuis Paris en France. Nous revenons après ceci.
comment expliquer ce paradoxe-là où les institutions financières internationales n'arrivent pas à faire progresser les pays de l'avant, mais quand vous avez le Rwanda, par exemple, juste après le génocide, et qu'ils ont eu l'accompagnement de la Banque mondiale, des institutions internationales, le Rwanda est présenté comme l'élève modèle des institutions financières internationales. Ouais, moi, je crois qu'on se trompe un peu de discours par là. On peut dire Rwanda ou pas. Donc, il y a une partie du Rwanda qu'on voit très bien, quoi. La majorité, c'est n'importe quoi. Donc, là, c'est juste une représentation un peu. On dit que ça va. Non. La plupart de tous ces pays qui sont en Afrique, là, donc l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, ensuite et l'Afrique, bah, ils croupissent dans la misère. Donc, ils sont dans l'injustice de l'FMI et Banque mondiale, ainsi que bon, FMI et Banque mondiale, ils sont dans l'injustice des structures internationales là. Donc, tout ce qu'on peut dire de Rwanda, oui, mais moi, je pourrais donner un exemple chez nous. En RDC, quand on parlait, tout le monde est content, disons que oui, le 6e programme, FMI, on est bien, mais on n'est pas bien. Il y a des gens qui coupissent, il n'y a rien qui marche. Donc, quand un ministre de Finances qui était en train de jubiler en disant qu'on était à New York, on nous a on respecte un peu le programme des FMI, ben oui, mais vous respectez le programme des FMI avec l'inflation monétaire, avec la dépréciation monétaire, avec le chômage, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc, les FMI sont là pour. C'est pas pour vos intérêts, pour les intérêts des banques étrangères, ça n'a rien à voir pour nous. Parce que vous parlez des Rwandais, oui, ben je peux y croire à ça, mais rien n'a changé. Il y a quelques structures qu'ils ont mises en place, c'est fini. C'est tout. Parce que pour adhérer à ces systèmes-là, il faut accepter certaines choses. Il faut accepter certaines conditions. Je pourrais donner un exemple simple, Sylvain. Vous savez que la FMI et la Banque mondiale, ils sont en colère contre les banques chinoises. Pourquoi? Parce que les banques chinoises octroient des crédits dans des pays africains sans condition. Et ils ne sont pas contents de ça. Ils ne sont pas contents. Je vous dirais encore une autre chose. Dans les temps, quand il y avait le projet, tu sais, Kabila, quand il était au pouvoir, avec le projet qu'on a renégocié maintenant les contrats. Mais les FMI n'étaient pas contents. Même la Banque mondiale, ils n'étaient pas contents que Kabila négocie un contrat avec les Chinois. Ils sont là pour leurs intérêts, pour les banquiers internationaux qui gèrent un peu ces structures-là. Mais ne croient pas qu'ils viennent pour le beaux yeux, parce que vous avez tout ce que vous avez là en Afrique, ils viendront pour nous. Les 1 milliard, les 2 milliards, les millions, les 10 milliards que les institutions financières internationales donnent en Afrique, dans des pays pour se développer, est-ce que cet argent ne peut pas aider réellement de la même manière que toi, tu pourrais aider un de tes membres de famille? Pourquoi en Afrique, on a du mal à pouvoir gérer cet argent? Que ça soit conditionné ou pas conditionné, comme tu es en train de le dire, mais c'est de l'argent qui entre dans le compte national. Et souvent, on le place même dans le budget de l'État. De nombreux pays africains le font, ils le placent dans le budget. Okay. Mais comment cet argent-là ne peut pas impulser le développement, ne peut pas impulser la réalisation des infrastructures, des investissements? Est-ce que c'est toujours la faute des institutions financières internationales? Aimé Lambala. Oui, je vous dirais oui aussi. À la fois, c'est eux qui sont le premier à. Quand on parle d'évasion fiscale, c'est le FMI, le Fonds monétaire qui sont le premier à faciliter ça. Vous dites que l'argent qui vient dans les pays africains, entre autres en Asie, tout ça. Aujourd'hui, je pourrais vous dire, c'est fort rien. La communauté internationale, le banquier internationaux, tout ça, ils ont investi, ils ont donné en Afrique presque aujourd'hui. Donc, quand on était dans les années 80, c'était 1300 milliards. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 3000 milliards. Donc, dans des conditions, quand on a injecté 3 000 milliards dans des pays en voie de développement, ben on devait voir cet argent quelque part. Ils sont où les 3 000 milliards? Ces 3 000 milliards à rembourser chemin. Ces 3 000 milliards se trouvent dans des banques étrangères, des banques européennes, américaines, ces 3 000 milliards. C'est-à-dire qu'ils viennent vous donner cet argent, ils sont le premier à faciliter l'évasion fiscale. Parce qu'ils savent que tous nos politiques en Afrique, en Asie. Donc, cet argent qu'on donne là, 1/10 ou 10% reste au pays et les restes, ils sortent. Le FMI est au courant, la Banque mondiale est au courant aussi de tout ça. Pourquoi? Parce que s'ils interdisaient l'argent de sortir, les banques européennes auront moins d'argent. Et la FMI aussi, pour demain demander de l'argent, ils vont verser des obligations, tout ça, ils ne peuvent pas parce que qui va vous donner l'argent? C'est un cercle vicieux dans ce sens que les FMI donnent 10 millions aux Congolais. Et 2 jours après, il y a 8 millions qui quittent la RDC pour les banques étrangères.
Et demain, si la FMI veut encore lancer un projet, il lance des obligations, tout ça. Et la FMI va acheter auprès de ces banques-là, dont les banques vont acheter encore. Ils donneront encore l'argent au FMI, aux banques mondiales. Ils sont cercle vicieux, ça tourne. Parce que ces banques, quand ils donnent de l'argent, ces institutions, quand ils prêtent de l'argent, il faut des mécanismes de suivi. En Afrique, il n'y a pas d'Internet. En Afrique, il n'y a pas cette capacité de manager cette haute masse de finances de manière transparente. L'idée, ce n'est pas de suivre. L'idée, c'est vous poudre aux yeux. On vous amène un peu d'argent, vous croyez que c'est à vous. Ben, nos dirigeants sont corrompus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent qui entre au Congo, il retourne après. Eux-mêmes, ils savent que si ils interceptent, si demain, regarde un peu, j'ai dit, ils sont où les 3 000 milliards que les Africains ils ont eu? Ils sont où? C'est en Europe, en Amérique. Aujourd'hui, Dubaï est devenu la plaque tournante. Pourquoi? Parce que toutes ces banques étrangères, ils ont maintenant l'air ce qui sont à Dubaï. Ce qui veut dire que tout cet argent qu'ils récoltent dans des projets, tout ce qui est aide, ils rentrent là-bas. C'est-à-dire ils ramènent ça encore aux expéditeurs. Mais tu as donné un très bon exemple, celui de Dubaï. Les Émiratis ont bénéficié des accompagnements des institutions internationales financières. Mais comment eux se retrouvent à ce niveau et les Africains, non. Parce que là-bas, pas de richesses naturelles, à part le pétrole, vous n'avez que les déserts et des conditions arides. Mais voici ce qu'ils ont fait avec Dubaï. Pas d'eau, pas de barrage hydroélectrique, mais ils sont là. Est-ce que quelque part, ce n'est pas, avant d'attaquer les institutions financières, ce n'est pas d'abord la faute des dirigeants africains qui ne savent pas mettre en place un processus de développement clair à partir des moyens qui leur sont donnés? Moi, je ne crois pas, parce que Dubaï, d'abord, c'est un État qui était un peu pauvre comme ça, dans le désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le blanc venait tout le temps en vacances aux États-Unis, par-ci, par-là, en Suisse, en France. Mais il y a eu quand même l'air d'État. Il fallait développer autre chose. Mais les Émirats, ils avaient beaucoup d'argent. Ils amenaient ça aux États-Unis pour acheter un peu les obligations américaines, tout ça. Ils ont dit quoi? Pourquoi pas construisons chez nous? C'est-à-dire qu'il y a l'argent frais venu. Il y a l'argent d'à côté venu investir. C'est-à-dire que les gens de Dubaï n'ont pas d'argent, mais l'argent vient de l'extérieur. C'est-à-dire que les gens du Golfe, ils ont investi. Parce que nous, on n'a pas d'argent. Eux, ils ont l'argent. Nous, on n'a pas l'argent. La différence est là. Nous, on est en train de quémander qui viennent chez nous pour aide au développement, c'est ça. Mais Dubaï, tout ça, ils n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'il y a des riches Émirats, ils ont investi à Dubaï, ce qui veut dire qu'ils sont riches. Et ils ont compris aussi, vu qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, les pays africains, pour venir en Europe, tout ça. Il y a aussi la police, tout ça, tout ce qui contrôle un peu l'argent sale. Les banques étrangères, tout ça, ils ont dit quoi? Ben, installons-nous à Dubaï parce qu'il y a beaucoup d'argent, trop de liquidité pétrodollars, ce qui fait que donc ils sont là. Donc, on ne peut pas comparer les deux à la fois parce que déjà,
Il y avait déjà l'argent dans les Émirats, il y avait déjà l'argent dans l'Arabie Saoudite, il y avait une liquidité très importante. Ils ont dit quoi? Investissons ça à côté de chez nous. Au lieu de prendre l'avion, d'aller tout le temps en Europe, en Amérique, on peut tout avoir chez nous aussi. Et deuxièmement aussi, pour les structures internationales, les sociétés, le magasin, tout ça, ils ont compris qu'il y a quand même une attractivité économique de l'autre côté. Pourquoi pas? Allons investir là-bas. Tout ce que dans les temps, il y a 30 ans, 10, 15 ans en arrière, tout ce qu'on trouve aujourd'hui à Dubaï, ça n'existait pas. 20 ans en arrière, ça n'existait pas. Les gens, pour venir voir la neige, ils venaient en Europe. Pour voir skier, c'était en Europe. Maintenant, on peut skier à Dubaï, malgré, ou en Arabie Saoudite. Donc, on peut skier là-bas. Tout ce qu'on trouve ici, ils ont amené ça là-bas parce qu'il y a des liquidités. Nous, on n'a pas d'argent. On peut avoir tout ce qui est minéré, qui est déjà en bas. Mais Lambala, comment les téléspectateurs nous suivent, ils sont un peu choqués. Comment on ne peut pas avoir l'argent? Parce que sur le plan début développement, les pays arabes n'avaient pas l'argent à part le pétrole. Donc, quelque part, ils se sont organisés. L'Afrique, avec certains pays qui ont presque toutes les minéraux et le pétrole du monde dans un seul sous-sol, comment les autres ont pu débuter quelque part et affirmer que l'Afrique n'avait pas d'argent? Et qu'elle fait l'Afrique avec le peu d'argent que l'on donne? Je vais prendre une petite anecdote. Il y avait un débat sur les réseaux sociaux. Le Rwanda, semblerait-il, s'est développé avec les minéraux qu'il vole de son pays voisin. Maintenant, la grande question pour les autres, comment celui qui vole le petit bout peut se développer, mais ceux qui ont maintenant la grande quantité qui reste chez elle, la grande quantité de richesses, ne se développent pas? C'est un peu ça, cette question que nous nous posons. Oui, mais il y a un problème maintenant de... Nous, on a... Bon, je reviens toujours à dire ça. Un jour, j'ai rencontré le patron d'Afriland de Festival, que je salue, le docteur Fokam. Il m'a dit un jour à Douala, il me dira que vous, les Congolais, vous n'êtes pas faits pour les affaires. Vous n'êtes pas les hommes d'affaires. Vous êtes là pour débrouiller la politique, tout ça. Qu'est-ce qui se fait? Il se passe, c'est fort rien. Oui, vous avez raison de dire que les autres se sont organisés, tout ça, les Rwandais. Mais les Rwandais, c'est quoi? C'est 2-3 provinces de RDC, c'est tout. Quand je parle d'un pays comme Brazzaville, c'est 5 millions d'habitants, c'est même pas la population de Kinshasa. Donc, c'est des petits pays, des petites structures. On ne peut pas comparer ça avec les RDC. Tout ce que nous, on a gagné. Et deuxièmement aussi, vous avez raison en parlant de tout ça, il y a la culture aussi, parce que ces gens aussi, il y a la discipline aussi. Nous, on n'a pas une discipline. Aujourd'hui, la vague, elle est où chez nous, dans les réseaux sociaux, on dire des bêtises. Mais certains pays, c'est-à-dire qu'il y a une discipline, tout ça, qui fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Mais quand on parle un peu de détournement par-ci, par-là au Congo, ben, les gens applaudissent. Les gens sont contents de voir des gens là qui pillent les pays, tout ça, ils sont toujours là. Donc, comment est-ce qu'on peut changer demain? Donc, on ne peut pas comparer la RDC avec d'autres pays. Nous, on a du minerai. Mais pourquoi ils ne viennent pas investir chez nous? Parce qu'on n'est pas sérieux. Il y a des liquidités, il y a beaucoup d'argent qui traîne dans l'économie réelle, mais ils ne viennent pas dans l'économie internationale, ils ne viennent pas chez nous parce que ce n'est pas intéressant, malgré nos minéraux. Donc, ils ont déjà fait l'expérience. Tout ce qui a l'argent qui est investi au Congo, cet argent, ce n'est pas nous. Quand tu parles un peu de Dubaï, est-ce que quand on a donné l'argent aux gens de Dubaï là-bas, est-ce qu'ils ont fait sortir ça? Non, ils ont investi chez eux. Mais nous, avec l'argent qu'on a là-bas, les gens sont contents d'acheter à l'extérieur, aux États-Unis, tout ça, à Dubaï, tout ça. Moi, j'ai vu des politiciens qui sont contents, disent que j'ai acheté à Dubaï la maison, tout ça, mais vous laissez chez vous. Et pourtant, il fallait investir localement. Comment est-ce que l'autre va venir? Quand toi, tu t'es pas vendu, tu es content de vivre le luxe à l'extérieur et dépenser plus à l'extérieur que dans ton propre pays qui t'a donné cet argent-là. Donc, il y a un petit souci aussi donc, de mentalité. On n'est pas formé des gens qui sont là, c'est-à-dire que les gens deviennent riches par hasard, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose, ils deviennent riches. Mais voilà, quand on devient riche par hasard, si tu n'es pas préparé, tu vas faire n'importe quoi. Aimé Lambala, comment justifier dans ce cas que presque tous les pays africains, à l'exception de quelques pays, les pays maghrébins, l'Afrique du Sud, le Ghana, un peu le Nigeria, comment tous les restes des pays africains ont les mêmes problèmes avec les institutions internationales financières? Comment vous expliquez ça? Tous ne savent pas gérer, tous ont des mauvais dirigeants, tous, comment ça s'explique? Est-ce qu'on doit seulement dire que ce sont les institutions financières internationales qui n'accompagnent pas bien ces pays africains?
Non, les institutions internationales nous accompagnent. Ils savent que nous, on n'est pas sérieux. Ils savent qu'on vous amènera l'argent. Vous êtes capable de faire sortir cet argent à l'extérieur. Vous avez énuméré des trois pays comme un exemple, le Nigeria. Le Nigeria, quand on voit un peu la population nigériane, par rapport à la richesse, c'est 10% de la population qui en bénéficie. Les autres n'en bénéficient pas. Ils sont pauvres aussi. Il ne faut pas regarder les images, non. Quand la vie sociale là-bas, il n'y a rien du tout. Même en Égypte, on peut dire que pays arabe, tout ça, l'Égypte, dernièrement, le FMI a octroyé plus de 10 milliards à l'Égypte. Mais c'est ces mêmes Égyptiens-là, donc on croit que ça va. La Turquie, il y a une inflation forte en Turquie. Mais nous, on est content quand les Turcs, deux, trois sociétés turques viennent chez nous, on croit que ça va. Donc, tous ces pays-là, oui, ils ont quand même une main-d'œuvre qualifiée, ils ont quand même des investissements aussi chez eux, contrairement à nous. Parce qu'on n'est pas organisé, on croit toujours à l'autre qui est meilleur. Et si on nous dit qu'investissez pour votre pays, on n'est pas content. On croit qu'aller chez l'autre, c'est très bien. Donc, tous ces pays, on peut énumérer, tous ceux qui ont dit que oui, ça va, ça ne va pas. Donc, je vous dis clairement, ces forains, il faut retenir ceci. Les FMI, la Banque mondiale, ils viennent chez nous, mais ils sont contents que l'argent qu'ils nous ramènent retourne encore chez eux. Parce que tous ceux qui nous ont donné cet argent-là, l'argent est où? Dans des banques étrangères. Si demain, ils faisaient la police, parce que moi, je me souviens, les FMI disent quoi, la Banque mondiale, ils disent que nous, on vient accompagner, on n'est pas là pour donner des leçons des gestions. C'est l'accompagnement seulement. Et quand les FMI appliquent un peu politique d'austérité, ils ne voient pas la galère des Congolais. Ils ne voient pas l'emploi, ils ne voient rien du tout. Ils vous disent massacrez votre politique d'austérité dans tel domaine, vendez tout ce que vous avez comme un bijou du pays. Donc, ils sont là pour aggraver aussi beaucoup de choses. Pourquoi les FMI et la Banque mondiale critiquent les Chinois? Ben, les Chinois, ils viennent chez nous. Malheureusement, ils volent quand même. Ils laissent quand même quelques points positifs. Je pourrais donner un exemple simple, Sophorien. Vous voyez un peu du point de vue des aides que vous parliez là. Vous savez un peu la Banque mondiale en 1980-86, donc 6 ans seulement, ils ont dans les 100 pays africains, de 100 pays africains africains et asiatiques, les intérêts payés sur un crédit de 430 milliards de dollars, 6 ans seulement, il y a eu 326 milliards d'intérêts payés. Tu te rends compte? Tu prends 430 milliards, mais tu as les intérêts de 326 milliards. Tu te rends compte? C'est-à-dire qu'ils font quoi? Ils roulent la dette chaque fois. Rouler la dette chaque fois. Une dette sur une dette chaque fois. Vous croyez que vous payez tout ça? Vous ne savez pas pourquoi vous ne payez pas. Donc, quelqu'un qui dit que j'ai 10 milliards, j'ai payé, mais ça ne marche pas. La dette reste toujours parce qu'ils roulent la dette chaque fois. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour nous aider, ils viennent pour leurs intérêts personnels. Le FMI est au courant pour leurs intérêts personnels. Ça n'a rien à voir qu'ils viennent là pour le développement. Rien du tout. Parce que si c'était le cas, on allait être content. De partout où nous suivez, nous sommes en connexion entre Paris en France et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas où nous recevons pour vous Aimé Lambala. Nous parlons de ce paradoxe
comment, malgré les accompagnements des institutions financières internationales, l'Afrique, en majorité, ne sait pas se relever. Aimé Lambala, lorsque vous allez auprès d'une institution financière, auprès d'une banque, vous recevez de l'argent. Et cet argent est une dette. Comment ces États font pour payer cette dette? Et comment ces institutions financières s'organisent-elles pour que ces États qui ont souscrit à des dettes puissent les payer? Bon, moyennant de recettes fiscales. Donc, aujourd'hui, chez nous, d'abord, il faut savoir aussi comment est-ce qu'on est endetté. On s'est endetté, pourquoi? Parce que dans les années 80, les banquiers européens, américains, tout ça, ils ont relevé les taux d'intérêt. Ils ont poussé aussi la faillite de plusieurs structures, surtout des poids de vie, la partie un peu soviétique, tout ça pour qu'il y ait un peu, en majorant un peu le prix réduisant un peu le prix du pétrole pour que certains pays puissent perdre et en majorant après pour que les pays africains ne puissent pas s'en sortir. Donc aujourd'hui, on peut avoir un crédit. Les crédits se payent quoi? Par les recettes fiscales. Mais quand nous, on prend les aides, parce que ce n'est pas un vrai crédit, quand FMI, Banque mondiale, tu donnes, ce n'est pas un vrai crédit. Un vrai crédit s'obtient par une grande banque qui vous donne l'argent. Mais quand on vous donne un crédit par le FMI et qu'on sort, c'est sous condition. Il faut rembourser ça comment? Par les recettes fiscales, par les entrées, tout ça, les recettes aussi dans les entreprises, tout ça, direct et indirect. Mais chez nous, au Congo, il y a quoi? Parce qu'il y a ces 200 000 Congolais qui paient des impôts, il y a des taxes exorbitantes, trop des taxes parallèles. Quand j'ai entendu parler en ministre qui disait aujourd'hui que oui, les agences de rating, ils sont contents pour nous parce qu'on n'a plus que les règlements à l'orthodoxie de la FMI, je dis ça, c'est n'importe quoi. Vous appliquez quoi? Parce que pour s'endetter, parce qu'il a dit, même le ministre, en disant que oui, on a droit d'emprunter à l'extérieur. C'est impossible, vous ne pouvez pas emprunter à l'extérieur. C'est-à-dire, les agences de notation, c'est quoi? Ils sont là pour donner leur avis. Ils ne vous incitent pas quoi? Ils donnent leur avis, c'est tout. Ce n'est pas à eux de dire aux investisseurs de venir chez toi. Toi, tu dois convaincre l'investisseur après. Si c'était le cas, les Congos allaient avoir des milliards à l'extérieur. Comment est-ce qu'on court toujours derrière le bon du trésor en axifiant le marché des monétaires en interne? C'est-à-dire qu'il attrape la liquidité tout le temps dans l'économie congolaise, ce qui veut dire que tout ce qu'ils peuvent dire aussi en disant que oui, finançons tout ça, oui, on peut financer l'économie, mais il faut qu'il y ait la croissance en interne, il faut qu'il y ait l'intelligence, beaucoup de choses, c'est-à-dire que l'innovation, quand il y a l'innovation, on peut toujours avoir la croissance. Mais nous, on n'a pas cette culture aussi, donc culture aussi donc, dans du travail. Mais qui paye les impôts? Oui, tout le monde paye les impôts quand même au Congo, indirectement. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a 200 000 personnes, mais je ne crois pas parce que tous les Congolais en payent les impôts indirectement par la TVA. Parce que même ceux qui ne travaillent pas, ils arrivent à payer quand même. Et cet argent-là, entre l'économie réelle, non. Parce qu'on a une petite économie, ce qui veut dire qu'il y a des difficultés de rembourser toutes ces structures-là. Et deuxièmement, chez nous, on n'a pas un modèle économique sûr. Parce que le modèle économique sûr, on ne sait pas. Parce qu'on est là, on navigue à vue, c'est-à-dire que c'est comme un avion qui n'a pas de boussole, malheureusement. Ce qui veut dire que l'économie congolaise, c'est sous forme de trop de raquettes, malheureusement. Donc, en général, toutes ces structures internationales, moi, je crois qu'ils sont là pour leurs intérêts. Donc, le FMI et la Banque mondiale, ils persuadent le pays pauvre à son dette. Ils savent que en contractant ces dettes-là, vous n'arrivez pas à payer. Mais ils font quoi? Ils roulent la dette chaque fois. Ils roulent la dette chaque fois. Après un certain temps, ils disent OK, ils contactent le Club de Paris ainsi que des Landes pour un peu réduire ces dettes. Aujourd'hui, en RDC, on a quoi comme dette intérieure ou dette extérieure? Il y en a quand même beaucoup. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est arrivé à ça. Ce qui veut dire que la FMI et la Banque mondiale sont le premier responsable de l'échec de pays africains. Mais comment ces pays africains, Aimé Lambala, lorsqu'ils apprennent que leur dette a été effacée, ils sont contents, ils acclament? Alors, je veux dire, moi, je suis un financier. Je vous dis clairement qu'une dette, ça se paye. Si vous acceptez qu'on vous annule votre dette, on vous fera plus de confiance. Mais quand j'entends tout le monde dire que la dette, il y a certains ministres qui disent c'est moi qui ai participé pour l'annulation de la dette. Non, c'est pas vous. C'est un projet en général pour relancer l'économie. La FMI a dit qu'on a pris beaucoup d'argent ces gens-là, mais maintenant restitution, c'est tout. Effaçons un peu les dettes pour eux, c'est-à-dire recommençons à zéro. Mais on avait, il y a 5 ans, 6 ans, en RDC, on avait 2-3 milliards. On est revenu à 12-13 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, qu'est-ce qui a fait? Cet argent est parti où? C'est-à-dire qu'on roule toujours la dette. Vous savez ça? La dette est toujours roulée. C'est l'idée qu'on est toujours déficitaire à quelque chose. Donc, en gros, pour dire que
ces institutions-là, ils sont toujours là pour leurs intérêts, ce n'est pas pour nos intérêts. Donc, quand je vois la Banque mondiale, je peux parler un peu de la Banque mondiale, il y a la Banque mondiale, il y a quoi? Il y a 10 000 fonctionnaires qui travaillent là-bas. Vous croyez que 10 000 fonctionnaires sont là pour quoi? C'est pour leurs intérêts, pour les intérêts des banques étrangères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Banque mondiale, dans l'institution Banque mondiale, il y a 5 rubriques qui sont dans l'institution Banque mondiale. La première, c'est IDA, c'est-à-dire que c'est, on appelle ça Association internationale de développement. L'association internationale IDA, il gère quoi? Il gère pour le pays avec une forte population. Donc, si vous avez une forte population, avec ça, on vous octroie un crédit à 0,75% pour vous. Donc là, c'est IDA. Donc, deuxièmement, au sein de la Banque mondiale aussi, il y a SFI. SFI, c'est la Société financière internationale. Cette société financière-là pousse des entreprises qui veulent investir dans des pays que la Banque mondiale arrive à travailler. Et là aussi, ça, il y a aussi la structure MIGA. MIGA, c'est quoi? MIGA, c'est une agence multilatérale pour la garantie des investisseurs. C'est toujours la Banque mondiale qui fait ça. Il y a aussi le BIRD. Au sein de la Banque mondiale, il y a deux structures. Il y a la BIRD, Banque internationale de reconstruction, ainsi que la IDA. C'est eux, les deux structures qui octroient les prêts vraiment auprès des entreprises. Donc, les prêts aussi pour la Banque mondiale dépendent toujours du PIB d'un pays, tout ça. Donc, mais en gros, ces deux structures-là, ils sont là pas pour l'intérêt des Congolais ou des Africains, ni des Asiatiques, mais ils sont là pour l'intérêt des banquiers internationaux. Il y a aussi, on a parlé de deux structures, il y a aussi la BRI, c'est-à-dire Banque de réglementation internationale en Suisse, c'est à Bâle. Cette banque, c'est quoi? C'est une banque de banque centrale. C'est eux qui donnent les directives un peu d'orientation, comment est-ce que les banques peuvent s'organiser, tout ça. Je pourrais dire un exemple chez nous aussi au Congo. Vous savez que le Congo, la RDC n'a pas de comptes courants dans des structures internationales, dans plusieurs banques. Non, ils n'ont pas ça. Parce qu'on a trop de dettes à l'extérieur, on risque de nous bloquer notre argent. Et l'RDC a un compte où? L'RDC a un compte auprès de la BRI, Banque de réglementation internationale. Pourquoi? Parce que là, c'est bien séquestré, c'est bien gardé et personne ne peut toucher. C'est-à-dire, mais les taux sont très exorbitants, très hauts. La BIRD, c'est quoi? C'est une banque aussi qui était mise en place par un certain Owen, donc Young Owen, un Américain. En 1930, c'était pendant la Première Guerre mondiale après. C'est-à-dire pour garder un peu l'intérêt un peu de tous ces banquiers-là, malgré qu'il y avait la guerre à côté, mais les gens se passaient un peu des crédits entre eux. C'est-à-dire que c'est une banque centrale. Mais est-ce que vous croyez qu'ils sont là pour nous? Non. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Aimé Lambala depuis Paris en France. Nous revenons après ceci. Aimé Lambala, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine pour ce numéro? Quelle est l'attitude que les États africains, ceux qui veulent s'en sortir, doivent avoir afin d'optimiser les accompagnements des institutions financières dans leur pays? OK. Qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut travailler comme les pays que tu as dit, les pays arabes, tout ça, Dubaï, tout ça, tout ça.
il faut être commun. Il faut aimer son pays, il faut avoir le plan de développement, il faut que ces institutions nous accompagnent et pas nous imposent notre modèle de travail. Il faut aussi aimer son pays. Parce qu'on peut amener tout ce qu'on peut, on peut nous dire tout ce qu'on peut nous dire, mais si on n'arrive pas à accepter que son argent reste au Congo, s'il y a toujours l'impunité dans ce pays-là, donc c'est-à-dire que les gens peuvent prendre tout ce qu'ils veulent, ben, aujourd'hui, chez nous au Congo, c'est pour gagner de l'argent, il faut devenir politicien. Donc le petit peuple qui caprice aujourd'hui demain, ils n'en gagnent pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait deux exemples à suivre. Il faut que l'FMI n'accepte plus l'argent qu'il nous redonne, qui donne. Parce que cet argent ressorte encore. Aimé Lambala, un grand merci pour votre participation à ce programme. Nous pensons que vous allez encore revenir avec l'organisation de votre agenda. Merci, c'est moi. De partout, vous avez suivi, nous avons parlé de ce paradoxe qui existe dans l'accompagnement des institutions financières des pays africains. Comment vous expliquer, malgré les accompagnements de ces institutions, la majorité des pays africains ont du mal à se développer? De partout, vous avez suivi, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.